Après avoir passé 5 siècles à se terrer dans les recoins les plus sombres de la Terre du Milieu, en attendant que les Valar ne s'intéressent plus à ces terres, Sauron peut de nouveau faire son retour en embrassant le destin qui lui avait été tracé par son maître. Il commence par s'assurer de la fidélité des hommes de l'Est et du Sud, qui avaient jadis été corrompus et avaient prêté allégeance à Morgoth. L'ombre commence alors à s'étendre. Une ombre qui trouble l'esprit du haut roi Gil-galad, qui envoie un message à ses alliés numénoréens en prévision des guerres à venir. Car dans le sud, et plus précisément dans le Mordor, Sauron prépare ses armées. Il commence par y faire ériger une tour sombre gigantesque, Barad-dûr, au pied de la montagne du destin. Mais sa perfidie était sans pareille, car bien qu'il aurait été plus aisé de poursuivre la corruption des hommes, bien plus facile à manipuler que les elfes, Sauron prend la forme de l'un d'entre eux et se fait désormais appeler Anatar, après s'être présenté comme étant un émissaire de Valinor. Mais malgré ses efforts pour faire bonne figure, les portes du Lindon lui restent fermées par Gil-galad et Elrond, qui refusent de lui faire confiance. Néanmoins, il trouve malgré tout refuge en Erérion, aux côtés de Celebrimbor et de sa compagnie de forgerons, qui accueillent avec joie l'ensemble des connaissances qu'il a à leur transmettre. Seule Dame Galadriel semble alors s'opposer à sa présence. Étant désormais au sommet de leurs connaissances, les elfes s'attellent à la conception de nouveaux artefacts, uniquement surpassés dans leur beauté par les Silmarils façonnés jadis par Fëanor. C'est ainsi que sont créés les anneaux de pouvoir, des outils en mesure de leur conférer la puissance nécessaire qui leur permettrait de préserver leur terre de toute force maléfique. 19 anneaux sortent des forges de Celebrimbor. 6 sont confiés au roi des nains, un 7e est offert par les elfes à Durin III. 9 seraient destinés aux hommes, et 3 autres anneaux, dont la conception résultait uniquement du travail de Celebrimbor, et bien que les connaissances d'Anatar avaient tout de même été mises en pratique lors de la conception, sont confiés à des seigneurs elfes. Narya, l'anneau de feu, est offert à Círdan par Celebrimbor. Nenya, l'anneau de l'eau, est donné à Galadriel, et le dernier, Vilya, l'anneau de l'air, est transmis à Gil-galad. Cette première partie de son plan désormais achevée, Anatar s'attelle à la création de l'artefact suprême. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres, les lier. Son anneau unique achevé et une importante partie de son pouvoir investie dans celui-ci, Sauron est enfin en mesure d'achever sa grande forteresse. Et dès son influence ressentie à travers les anneaux, Celebrimbor et le reste des elfes comprennent qu'ils ont été trahis. La décision est donc prise de dissimuler les anneaux et de ne pas les utiliser. Furieux, Sauron exige dès lors qu'on lui renvoie tous les anneaux qui avaient été conçus à partir des connaissances qu'il leur avait gracieusement transmis. Les elfes restant sourds à ces requêtes, la guerre devenait inévitable. Le Seigneur Noir ordonne donc la construction d'une muraille entre ces terres et le reste de la Terre du Milieu afin de se protéger d'une éventuelle invasion. Il en profite également pour lever une immense armée composée d'orques, de trolls mais également d'hommes, essentiellement en provenance du sud et de l'est, et des forteresses sont également bâties sur leur propre territoire en prévision du conflit à venir. Pendant près de 90 ans, Sauron s'attelle à l'entraînement de son armée, mais pressé par le temps et le fait que ces machinations n'arrivent aux oreilles des elfes, sans compter qu'il est supposé, d'après la légende, que les magiciens bleus aient pu être envoyés dans les terres de l'Est et du Sud afin de saper les efforts de Sauron, qui comptait toujours plus s'appuyer sur les réserves d'hommes de ces contrées. Mais tout cela n'est qu'une rumeur, étant donné que certains prétendent que les Istari, les magiciens, ne seraient apparus qu'au cours de l'âge suivant. Quoi qu'il en soit, le Seigneur des Ténèbres est forcé par le temps, il doit agir. La guerre éclate en l'an 1693 du Deuxième Âge.
une première armée traverse la brèche du Rohan et emprunte la route qui mène au nord afin d'envahir l'Erérion. Dans un premier temps, les forces du Mordor ne rencontrent que peu d'opposition. Ils sont même accueillis favorablement par les peuples qui avaient pu souffrir de la présence des premiers Numénoréens. Sauron laisse ainsi une troupe à Tarbad afin de protéger sa prise. En guise de riposte, c'est le seigneur Celeborn qui mène une première armée d'elfes avec laquelle il parvient à remporter une première escarmouche contre l'avant-garde de Sauron. Mais lorsque la véritable armée lui fait face et que le flot incessant d'ennemis vient heurter ses premières lignes, il devient clair qu'ils auraient besoin de renforts. Ils sont donc repoussés jusqu'à Ostin-Endil, depuis laquelle ils peuvent patienter afin d'attendre l'armée de renforts envoyée par Gil-galad et conduite par Elrond. Ce sont des elfes d'Erérion et du Lindon qui s'apprêtent à tenir tête à l'ennemi. Malheureusement, les forces des ténèbres surpassent toujours en nombre leurs adversaires. Celebrimbor mène bien un ultime assaut afin de faire gagner du temps à ses compagnons, mais il finit par tomber et par être capturé. Sauron met dès lors la main sur les 9 anneaux destinés aux hommes avant de faire torturer le pauvre Celebrimbor afin de savoir où avaient été dissimulés les autres anneaux. Le Seigneur des Ténèbres récupère ainsi les anneaux des nains, mais en ce qui concerne les 3 anneaux des elfes, jamais il ne parviendrait à faire parler Celebrimbor. Celui-ci est donc exécuté et il est dit que son corps aurait été transpercé de flèches avant d'être utilisé comme bannière afin d'instiller peur et désespoir dans le cœur de l'ennemi sur le champ de bataille. Malgré la présence d'Elrond à sa tête, l'host des elfes ne peut pas faire face. Ils ont néanmoins la surprise de voir les nains de Khazad-dûm se jeter dans la mêlée, ainsi que leurs amis de la Lorienne, menés par le seigneur Amros, qui s'en prend à l'arrière-garde de Sauron. Un sauvetage miraculeux qui permet à Elrond de faire se retirer ses troupes en bon ordre et de les mener en sécurité plus au nord, où ils peuvent fonder une nouvelle cité, Imladris, que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Foncombe, qui devient un véritable refuge pour tous les survivants et laissés pour compte suite à la guerre. Mais certains se voient également octroyer un droit de passage à travers les mines de la Moria afin d'atteindre le royaume encore sûr de la Lorienne. C'est seulement après le retour des nains survivants que les portes de Durin sont scellées et ne seraient rouvertes que bien plus tard par la communauté de l'anneau. Mais en attendant, personne ne semble être en mesure de stopper l'avancée inexorable de Sauron. Ses troupes s'emparent de la moindre parcelle de terre sans avoir à affronter la moindre résistance digne de ce nom. Ils parviennent même à atteindre l'Eriador, et seules les terres d'Imladris et du Lindon ne sont pas encore souillées par l'avancée de l'armée des Ténèbres. Le siège des Havres Gris s'apprête à commencer. Gil-galad se tient prêt avec ses hommes à tenir le dernier rempart qui sépare Sauron de la domination totale de la Terre du Milieu. Celui-ci allait donc jeter toutes ses forces, et plus encore, dans la bataille. D'autres renforts étaient venus s'additionner à ses propres troupes, et tandis que la bataille semblait logiquement et dramatiquement tourner en sa faveur, des voiles apparaissent à l'horizon. Ce sont les Numénoréens qui ont répondu à l'appel du haut roi des elfes. Leurs alliés étaient en danger, alors ils sont venus à leur secours. Le roi Tar Minastir avait fait embarquer des milliers de guerriers aguerris sous le commandement de l'amiral Siriatur. La flotte est ensuite divisée en 2 groupes, un chargé de venir en aide le plus vite possible à Gil-galad et un autre qui doit mettre pied à terre plus au sud afin de couper toute tentative de retraite. Surpris par l'arrivée des Numénoréens et désormais outrepassés par leur nombre et leur courage, les forces de Sauron se font tailler en pièces, ce qui l'oblige à reculer et à abandonner les sièges des Havres Gris et de Foncombe. Les renforts des hommes de l'Ouest le poussent même à se replier jusque dans la cité de Tarbad, où il peut recevoir l'appui de ses dernières troupes de réserve, mais là encore, l'ennemi lui est supérieur, et c'est finalement lors de la bataille de Goatlo que l'armée de Sauron est définitivement vaincue.
Celui-ci parvient néanmoins à prendre la fuite grâce au sacrifice du reste de son armée et à l'assistance de sa garde rapprochée qui le conduit en lieu sûr dans leur forteresse du Mordor. Suite à cette victoire, les elfes reprennent peu à peu le contrôle de leur terre et Foncombe devient le nouvel épicentre de l'Eriador oriental. Et Elrond se voit également confier Vilya, l'un des 3 anneaux, tandis que Gil-galad le nomme officiellement comme son vice-régent. Les hommes de Numénor, quant à eux, avaient prouvé leur valeur au combat. Néanmoins, en venant en aide aux elfes, ils s'étaient également fait un terrible ennemi, car jamais Sauron ne les pardonnerait pour cela. Mais en attendant, les terres anciennement conquises avaient certes été abandonnées, mais elles étaient désormais dévastées. Certains Numénoréens font donc le choix de rester et de s'installer en fondant de nouveaux domaines. Paisiblement et agissant toujours dans l'ombre, Sauron prépare sa revanche. Il affermit ses alliances avec les territoires de l'Est et du Sud, et il offre également les 9 anneaux destinés aux hommes qui tombent rapidement sous sa coupe. Il envoie également les anneaux aux seigneurs nains, mais ceux-ci, de par leur caractère, se montrent bien plus résistants à son effet. Des siècles plus tard, les spectres de l'anneau, les Nazgûl, font leur première apparition, prêts à servir le Seigneur des Ténèbres. Fort de ces nouveaux alliés, Sauron est convaincu que son destin est de régner sur la Terre du Milieu. Il se fait dès lors appeler sous tout un tas de noms ou de titres, tels que Roi des Rois, Roi des Hommes et même Seigneur du Monde. Un tel titre ne pouvait être qu'un véritable affront pour les hommes fiers de Numénor. D'autant plus qu'étant au zénith de leur civilisation, certains Numénoréens se sentent pousser des ailes et s'imaginent déjà s'asseoir à la même table que les Valar. Ils reçoivent bien sûr un rappel de leur véritable place au sein du monde, mais le roi Tar Atanamir ignore ce message. Il est d'ailleurs le premier souverain de Numénor à conserver son trône jusqu'à sa mort, un véritable symbole du changement à venir. Dans les années qui suivent, les Numénoréens finissent par se diviser en 2 camps. Celui des fidèles, qui considèrent toujours les Valar comme leurs supérieurs, à qui ils doivent le respect, et ceux que l'on appelle les hommes du roi, qui, comme lui, s'éloignent peu à peu des Valar ou des elfes. Les premiers fuient les persécutions dont ils sont victimes en se réfugiant dans le nord de la Terre du Milieu en fondant notamment Pelargir, tandis que les autres poursuivent leur extension en fondant de nombreuses cités et ports commerciaux dans les territoires plus au sud. La situation ne s'améliorera guère sous le règne du souverain Tar Kalmasil, qui se fait désormais appeler Ar-Belsgar, délaissant dès lors la langue des elfes et interdisant l'usage de celle-ci. Tout comme il délaisse peu à peu l'arbre blanc, pourtant un cadeau des elfes fait des siècles plus tôt. Les fidèles se trouvant à l'ouest sont même déportés dans une autre cité de Numénor plus à l'est, afin d'éviter qu'ils soient trop en contact avec les derniers elfes à faire encore le chemin. Et donc, les fidèles qui le peuvent préfèrent rejoindre tant bien que mal des terres plus accueillantes à l'est, et pire encore, les navires de Valinor ne sont plus autorisés à accoster dans leur port. Le roi s'en va ensuite épouser une certaine dame Inzibelt, qui contre toute attente est une fidèle, et dans le plus grand secret, elle éduque son fils aîné dans cette voie, si bien que lorsqu'il succède à son père, celui-ci rétablit petit à petit les traditions qui avaient été balayées du revers de la main par ses prédécesseurs. Mais le mal était déjà fait, et les Valar ne revinrent jamais. À sa mort, la couronne est disputée entre sa fille unique, Tar Miriel, et Ar-Pharazôn, le fils de son frère. Le trône revient bel et bien à sa fille, mais celle-ci est épousée de force par son cousin qui s'empare par là même de la couronne, en allant à l'encontre de toutes les lois de Numénor. Et lorsqu'il entend dire que Sauron se considère comme le seul vrai roi des hommes, son orgueil le pousse à envoyer une armée d'invasion en Terre du Milieu afin qu'on lui ramène le gredin qui osait se qualifier ainsi. La flotte débarque donc sur les côtes d'Umbar en l'an 3261 du Deuxième Âge, et curieusement, Sauron
se rend sans combattre et accepte d'être conduit chez ses rivaux. L'histoire nous fera savoir bien plus tard que face à une armada aussi puissante, Sauron n'aurait jamais été en mesure de vaincre ses ennemis sur le champ de bataille. Alors, plutôt que de se jeter la tête la première dans une guerre perdue d'avance, il a fait le choix de conduire un autre type de combat, en choisissant cette fois-ci un champ de bataille où il aurait l'ascendant sur ses ennemis. Car une fois sur place, et bien qu'il soit d'abord retenu comme captif, il lui faut moins de 3 ans avant de se faire nommer comme conseiller du roi, qui, sentant sa mort se rapprocher, s'inquiète toujours plus de ne pas pouvoir obtenir l'immortalité qu'il convoitait tant. Dans cette quête, les conseils de Sauron semblent les plus appropriés. Le roi est prêt à tout pour obtenir ce qu'il souhaite le plus au monde. Ce qui signifie donc qu'il est littéralement prêt à offrir tout ce qu'il souhaite à celui qui était jadis son pire ennemi. C'est ainsi qu'un culte à la gloire de Morgoth s'est créé, et les fidèles sont plus persécutés que jamais. Et pire encore, ils sont offerts comme sacrifice pour le dieu noir. Bien évidemment, l'arbre blanc, dernier vestige de l'amitié avec les elfes, devient le centre de l'attention. Sauron exige du roi qu'il le fasse abattre. Celui-ci hésite. Tar-Palantir, son oncle et son prédécesseur, avaient prophétisé que la destinée des rois de Núménor serait liée à celle de l'arbre blanc. Mais peu importe, le temps est compté. Alors, l'arbre est abattu, puis brûlé. Fort heureusement, un jeune homme nommé Isildur parvient à sauver un fruit de l'arbre et à le confier à son grand-père qui parvient à le faire germer. Le règne du tyran Ar-Pharazôn s'enfonce toujours plus dans la terreur. Celui-ci, sous les conseils de son associé, en vient même à faire construire des navires afin d'envoyer son armée voguer jusqu'en Valinor, où il pourrait enfin goûter au fruit interdit, l'immortalité. Du moins, il l'espérait. Et en 3319 du deuxième âge, l'assaut s'apprête à être lancé. Isildur, accompagné de son frère et de son père, bien conscient que son peuple file à la ruine, prend la direction de la Terre du Milieu avec le reste des derniers fidèles, en embarquant avec lui la jeune pousse de l'Arbre Blanc ainsi que les 7 Palantiri. La flotte de guerre embarque alors, prenant la direction de l'ouest. Ar-Pharazôn navigue dans le navire de tête. Il veut être le premier à poser le pied en Valinor. Il veut être le premier à goûter à l'immortalité qu'on lui avait promis. Mais à peine le pied est-il posé en terre interdite aux hommes qu'un véritable cataclysme s'abat sur eux, renvoyant l'ensemble des navires à la mer et plus encore dans les tréfonds. La tempête s'en va s'abattre jusque sur Núménor, qu'elle vient engloutir, ainsi que Sauron lui-même, qui espérait tant voir ses associés parvenir à ses fins. Encore que, son plan avait été un franc succès. Il avait obtenu sa vengeance sur les hommes, et mieux encore, il était parvenu à faire se retourner l'une des créations d'Eru Ilúvatar contre lui-même. Néanmoins, le cataclysme qui voit disparaître l'île de Núménor conduit également à la destruction de l'enveloppe physique de Sauron. Cependant, son esprit lui survit et retourne en sûreté dans sa forteresse de Barad-dûr, depuis laquelle il peut de nouveau se remettre au travail, en usant de méthodes toujours plus féroces, faisant de lui le digne héritier de son ancien maître. Cependant, les derniers fidèles de Núménor étaient parvenus à atteindre la terre ferme. Les royaumes du Gondor et d'Arnor sont fondés par Elendil, qui règne sur le second, tandis que ses 2 fils règnent conjointement sur le premier nommé. De nombreuses cités sont alors bâties. L'Arbre Blanc est planté, et Isildur fait même la rencontre d'un seigneur qui lui jure allégeance. Mais en l'an 3429, moins de 10 ans après leur arrivée, Sauron lance un nouvel assaut préventif qui lui permet de s'emparer de Minas Ithil, qui deviendrait plus tard Minas Morgul. Isildur parvient à fuir sa forteresse en emmenant avec lui un fruit de l'Arbre Blanc avant de fuir vers le nord, rejoindre son père, tandis que son frère retient l'ennemi aux portes d'Osgiliath.
C'est au cours de ce conflit que les hommes qui avaient prêté allégeance à Isildur refusent d'honorer leur engagement, ce qui pousse ce dernier à les maudire tant qu'ils n'auraient pas respecté leurs paroles. L'influence de Sauron étant de nouveau au sommet, les hommes et les elfes doivent réagir. Elendil rencontre Gil-galad avec qui il décide de former la dernière alliance des elfes et des hommes, et leurs armées se rassemblent au cours de l'an 3431 du côté de Foncombe, avant d'entamer l'ultime marche qui les mènerait à la victoire ou à la mort. Sur leur route, ils sont rejoints par des elfes sylvains ainsi que quelques nains de Khazad-dûm. Lors de la première escarmouche, les elfes sylvains, peu enclins à se montrer obéissants vis-à-vis de leurs cousins, sonnent la charge les premiers. Un acte courageux, certes, mais qui coûte tout de même la vie à un nombre particulièrement important de leurs soldats. Et leurs deux leaders, Orofer et Mal-galad, font partie des pertes ce jour-là. Depuis lors, le lieu de cette bataille est surnommé le Marais des Morts, en référence au nombre de corps laissés sur place suite à ce conflit qui s'était étalé sur près de 8 mois. Elendil et Gil-galad, quant à eux, conduisent le reste des troupes à la victoire en repoussant les orques jusqu'à la Porte Noire, qu'ils parviennent également à franchir. Les forces de Sauron étant désormais amoindries, celui-ci ne pouvait que se terrer dans sa propre forteresse, et il ne pouvait surtout pas capituler. Alors il fait le choix de patienter, tandis que les hommes et les elfes construisent des engins de siège et commencent à s'installer, car cet affrontement s'étalerait sur près de 7 longues années. Mais dès lors que les provisions commencent à manquer, le Seigneur des Ténèbres n'a pas d'autre choix que de se présenter à ses ennemis dans un ultime barreau d'honneur. Un nouveau combat s'engage alors, opposant le haut roi des Noldor, Gil-galad, associé à Elendil, grand roi du royaume d'Arnor, à Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Mais personne ne pouvait se mettre sur le chemin du Seigneur du Mordor. Ces deux adversaires, malgré leur vaillance, sont massacrés par sa masse d'armes. C'est alors qu'Isildur s'empare de l'épée brisée de son père, Narsil, et profitant de l'inattention de son ennemi, vient lui trancher le doigt qui portait l'anneau unique. En agissant ainsi, l'enveloppe physique de Sauron s'évanouit une fois encore, tandis que son esprit fuit de nouveau. Les hommes ont alors la possibilité de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à tout cela en détruisant l'anneau, en l'envoyant fondre dans les flammes de la montagne du destin. Mais étant comme attiré par l'artefact, l'héritier, Isildur, s'y refuse. Malgré tout, c'est dans un monde enfin en paix que les différentes armées peuvent entreprendre le long voyage de retour. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo concernant la vie de Sauron au cours du deuxième âge vous aura plu, il y en avait des choses à dire, et dans tous les cas, nous on se retrouvera très vite pour la troisième et dernière partie. En attendant, je vous invite également à me proposer d'autres idées de vidéos concernant l'univers très riche du Seigneur des Anneaux, et je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, ou que vous en avez la possibilité. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao!